Il y a 3 mois, moi, Chloé Dubois, 24 ans, j'ai consacré chaque minute de libre à l'organisation du 16e anniversaire de ma sœur. J'ai réservé un restaurant à Lyon, conçu un album de nos photos d'enfance et dépensé des centaines d'euros, de mes économies, pour que tout soit parfait. J'imaginais son visage s'illuminer, reconnaissante pour une fois, mais quand la soirée est arrivée, la table est restée vide. Pas de sœur, pas de parents, pas d'explication. Mon téléphone a vibré avec un unique message vocal de mon père. Nous sommes à Paris. On voulait juste t'occuper. Son rire m'a transpercé, net et froid. Ils avaient tout planifié, me laissant organiser une fête à laquelle personne ne participerait. Ma poitrine s'est serrée, non pas de larmes, mais de quelque chose de plus lourd. La trahison. Je suis restée là, seule, le poids de 3 mois de travail s'effondrant. Il pensait que je l'accepterais comme toujours. Je n'ai pas discuté, pas crié. J'ai attendu. Une semaine plus tard, mon téléphone s'est allumé, 36 appels manqués en 1 heure de leur part. La panique dans leur voix, me suppliant de décrocher. J'ai renvoyé un seul SMS. Je suis très occupée. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais fait. Si vous avez déjà été pris pour acquis par les personnes que vous aimez le plus, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire. Auriez-vous répondu à ces appels ou seriez-vous parti comme moi? Tout a commencé dans un bureau exigu où je jonglais avec des feuilles de calcul et des plans de fête. Chaque jour, je m'enfouissais dans les chiffres dans un cabinet local. Mes journées étaient longues, 8 heures au bureau, puis des nuits passées sur des factures pour faire vivre la famille. J'envoyais de l'argent pour les frais de scolarité de ma sœur et nos factures ménagères, me débrouillant avec ce qui restait. Mon rêve de devenir photographe, de capturer les lumières de la ville ou les champs paisibles, restait enfoui sous des piles de déclarations fiscales. Je me disais que c'était temporaire, que la famille passait avant tout. Il y a 3 mois, j'ai entrepris de planifier le 16e anniversaire de ma sœur. Léa laissait entendre qu'elle voulait quelque chose de grand, quelque chose de mémorable. Je voulais qu'elle se sente spéciale, qu'elle me voie comme la sœur qui réalisait les choses. J'ai réservé une salle privée dans un restaurant cosy en centre-ville, avec des guirlandes lumineuses et une vue sur la Saône. J'ai passé des heures à concevoir des invitations, à choisir un menu avec ses sliders et ses cupcakes préférés, et même à trouver un groupe local pour de la musique live. Chaque détail comptait, jusqu'aux serviettes pliées en petites étoiles. Le véritable effort a été le cadeau. Je suis restée éveillée tard pour coller des photos dans un album, des instantanés de nos enfants, riant dans le jardin, construisant des bonhommes de neige, se disputant le dernier biscuit. Je voulais qu'elle se souvienne de ces moments, qu'elle ressente à quel point je tenais à elle. Cela m'a coûté 500 € sur mes économies, plus d'innombrables nuits que j'aurais pu consacrer à mon propre travail. Maman et papa n'arrêtaient pas de me pousser à faire en sorte que ce soit parfait. Tu es si douée pour ça, disait ma mère, sa voix cinglante quand j'hésitais. Mon père m'envoyait des SMS quotidiennement pour demander des nouvelles, me rappelant à quel point Léa le méritait. Leurs attentes s'accumulaient, lourdes et tacites, comme si je leur devais mon temps, mon argent, mon tout. Je ne me posais pas de questions. J'étais la sœur aînée, celle qui tenait tout ensemble. J'appelais le gérant du restaurant entre 2 réunions, glissant des conversations rapides sur la disposition des tables. Fais vite, me lançait mon patron, alors je me dépêchais, jonglant entre mon travail et leurs demandes. Je pensais à mon vieil appareil photo rangé dans un tiroir, intact depuis des années. Les cours de photographie, les revues de portfolio, une chance de déménager dans une ville comme Bordeaux. Cela ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre. J'écartais ces pensées, me concentrant sur le grand jour de Léa. À la maison, ma mère planait, suggérant des changements. Léa aime le rose, pas le violet, disait-elle en feuilletant mes plans. Mon père intervenait. Ne lésine pas sur la nourriture, elle compte sur toi. Je hochais la tête, ajoutant leurs remarques, et tirant mon budget encore plus fin. J'ai dépensé 200 € en décoration personnalisée, 100 autres pour la compte du groupe. Mes économies diminuaient, mais je me disais que ça en valait la peine. Léa entrerait dans ce restaurant, verrait l'effort, et peut-être dirait merci. Je lui ai envoyé un SMS à propos de la fête, lui demandant son avis.
Ses réponses étaient courtes. Cool, ou, fais comme tu veux. Je pensais qu'elle était juste occupée avec ses amis de l'école, dans son propre monde. Je continuais, collant une autre photo, vérifiant un autre prestataire. J'imaginais son sourire, la façon dont elle me serrait dans ses bras une fois que tout serait fini. C'est ce que font les sœurs, n'est-ce pas? On est là, on sacrifie, on fait en sorte que ça arrive. À la fin, j'étais épuisée, mais pleine d'espoir. Le restaurant était réservé, l'album était terminé, le groupe était prêt. J'ai envoyé à maman et papa le plan final, attendant un signe d'approbation. Ça a l'air bien, m'a répondu mon père par SMS. Ma mère n'a pas répondu. J'ai mis ça sur le compte de leur distraction. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils préparaient derrière mon dos. Comment ils avaient réduit mon effort à néant. Tout ce à quoi je pensais, c'était le visage de Léa quand elle verrait cette fête, celle dans laquelle j'avais mis tout mon cœur. À 18h, le restaurant était parfait, mais les chaises sont restées vides. Je me tenais dans la salle privée, mon téléphone serré dans ma main, attendant un SMS, un appel, n'importe quoi. Le groupe que j'avais engagé installait leur guitare, fredonnant doucement, prêt pour une foule qui n'était pas venue. J'ai vérifié mes messages à nouveau. Rien de Léa, maman ou papa. Mon estomac s'est noué, mais j'ai mis ça sur le compte du stress. Peut-être qu'ils étaient en retard, bloqués dans les embouteillages, ou qu'ils ramassaient des invités de dernière minute. Je faisais les 100 pas dans la pièce, jetant des coups d'œil à la porte, les suppliant de s'ouvrir. À 18h15, j'ai envoyé un SMS à Léa. Où es-tu? La fête commence. Aucune réponse. J'ai essayé ma mère ensuite, puis mon père. Silence. Le serveur, un jeune homme avec un sourire poli, s'est approché de moi. Tout va bien? Besoin de plus de temps? J'ai hoché la tête, forçant un sourire, et dit que j'allais vérifier avec la famille. Mes doigts tremblaient en composant le numéro de Léa. Messagerie vocale directe. J'ai essayé ma mère, même chose. Finalement, j'ai appelé papa. Après 3 sonneries, il a décroché, sa voix distante, presque amusée. Salut, Chloé, dit-il comme s'il répondait à un appel informel. J'ai entendu du brouhaha en arrière-plan, une faible annonce en français. Où êtes-vous? Ai-je demandé, la voix tendue. Une pause, puis un gloussement. Oh, nous sommes à Paris. On ne vous l'a pas dit? On voulait juste t'occuper. Son rire m'a frappé comme une gifle, nette et désinvolte. Je me suis figée. Le téléphone pressé contre mon oreille pendant qu'ils continuaient à parler de leur voyage. Comment Léa avait besoin d'une vraie célébration. La voix de ma mère s'est jointe, riant à propos d'un café qu'ils avaient trouvé. Je ne pouvais pas parler. La ligne est morte. Je suis restée là, seule, le groupe rangeant maintenant ses instruments, le serveur évitant mon regard. Ma poitrine semblait creuse, comme si quelqu'un avait arraché tout ce en quoi j'avais confiance. Ils n'avaient pas juste oublié, ils avaient planifié ça, me laissant y mettre tout mon cœur pour une fête à laquelle personne ne participerait. Pendant 3 mois, j'avais travaillé, dépensé mes économies, veillé tard, tout pour rien. La trahison n'était pas seulement leur absence. C'était le mensonge, la façon dont ils m'avaient mené en bateau, sachant que je ferais tout sans poser de questions. Je me suis affaissée sur une chaise, fixant mon téléphone, l'écran toujours vide. Pas d'excuses, pas d'explications, juste ce rire résonnant dans ma tête. J'ai pensé aux années où j'avais tout misé sur eux. Toujours la fiable, celle qui réparait les choses. Mais maintenant, pour la première fois, je me demandais quel était vraiment mon rôle. Étais-je juste la sœur qui faisait que les choses arrivent? La fille qui payait les factures, celle sur qui ils pouvaient compter pour rester occupés pendant qu'ils vivaient leur vie? Le serveur est revenu, proposant de remballer la nourriture. J'ai secoué la tête, lui disant de la donner. Je ne voulais pas de reste d'une nuit qui n'avait jamais eu lieu. Je suis allée chercher l'album que j'avais fait pour Léa, toujours enveloppé dans du papier de soie, intact. J'avais imaginé qu'elle l'ouvrirait, souriant à nos souvenirs d'enfance. Maintenant, cela ressemblait à une relique de quelqu'un que je pensais connaître. Je l'ai laissé sur la table, ne sachant pas si je le lui donnerais un jour.
En sortant, l'air du soir m'a frappé, vif et froid. Je n'étais pas en colère, pas encore. La blessure était trop profonde pour cela. Mais quelque chose d'autre s'agitait, une question silencieuse que je n'avais jamais osé poser. Pourquoi étais-je toujours celle qui était laissée pour compte? Je n'avais pas de réponse. Mais là, debout, je savais que je ne pouvais plus jouer leur jeu. Pour une fois, j'avais besoin de découvrir ma valeur. Pas pour eux, mais pour moi-même. Ce soir-là, un message de Tara a illuminé mon téléphone. J'étais de retour dans mon appartement, le silence lourd, après avoir quitté le restaurant vide. Son message était court mais direct. Chloé, tu mérites mieux que ça. Il y a un cours de photographie à Portland, Oregon, qui commence le mois prochain. Vas-y, j'ai fixolé l'écran, ces mots traversant le brouillard dans ma tête. Tara, ma meilleure amie du lycée, avait toujours vu ce que je ne pouvais pas. Elle avait déménagé à Saint-Louis il y a des années, poursuivant ses propres rêves, mais nous nous envoyions toujours des SMS de temps en temps. Ce n'était pas juste une suggestion, c'était une bouée de sauvetage. J'ai ouvert mon ordinateur portable, encore en manteau, et j'ai cherché le cours qu'elle mentionnait. Le site web s'est chargé, montrant un programme dans une école d'art de Portland axé sur la photographie de rue et les portfolios. Les images étaient magnifiques, des paysages urbains sombres, des marchés vibrants, des ponts embrumés sur la Willamette. Chaque photo semblait être une promesse, un monde où je pourrais à nouveau tenir un appareil photo, pas une feuille de calcul. Le cours coûtait 1500 $, mais il proposait des ateliers, du mentorat, même une petite exposition. J'ai parcouru les biographies des professeurs, m'imaginant dans leurs cours, apprenant à cadrer une prise de vue pour raconter une histoire avec la lumière. Portland n'était pas juste une ville. C'était une chance de recommencer. J'ai regardé des photos en ligne, des cafés nichés sous des sapins, des galeries bourdonnantes d'artistes, des rues animées de fresques. Mon cœur battait, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il ne s'agissait pas de fuir. Il s'agissait de courir vers quelque chose. J'avais passé trop de temps à faire passer les autres en premier, à laisser mes propres projets prendre la poussière. Le message de Tara était une étincelle, et je sentais qu'elle prenait feu. J'ai ouvert un nouvel onglet pour vérifier les vols de Lyon à Portland. Un billet aller simple coûtait 300 $, gérable si je puisais dans ce qu'il restait de mes économies. J'ai cherché des appartements, trouvant un studio près de l'école d'art pour 800 $ par mois. C'était petit, mais je n'avais pas besoin de grand-chose, juste d'un endroit pour dormir et d'un bureau pour mon appareil photo. J'ai mis la liste en favori, mes doigts bougeant plus vite maintenant, comme s'ils attendaient cela. Ensuite, j'ai vérifié mon bail. J'avais signé un accord d'1 an, mais il y avait une clause de résiliation anticipée avec un préavis d'1 mois. J'ai rédigé un email à mon propriétaire, en restant simple. Je quitterai à la fin du mois. Mon travail était plus délicat. J'étais au cabinet comptable depuis 3 ans, stable mais étouffant. J'ai ouvert un autre email adressé à mon patron, indiquant que je démissionnerais dans 2 semaines. Je n'ai pas expliqué pourquoi, je ne sentais pas que je devais ça à qui que ce soit. J'ai sorti mon vieil appareil photo, un Canon que j'avais acheté à l'université, toujours dans son étui. Je ne l'avais pas touché depuis des années, mais le tenir ressemblait à retrouver un vieil ami. J'imaginais le porter dans les rues de Portland, capturant la façon dont la lumière frappait une vitrine ou le sourire d'un étranger. L'idée me faisait mal à la poitrine, non pas de douleur, mais de possibilité. Je n'étais plus la même personne qui avait planifié cette fête, qui avait cru aveuglément. J'avais fini d'être celle qui restait. Tara a envoyé un autre SMS. Tu peux le faire. Ne les laisse pas te retenir. J'ai souri, tapant une réponse rapide. Merci pour le coup de pouce. Ces mots étaient le seul encouragement dont j'avais besoin, la seule voix qui comptait à ce moment-là. Je ne lui ai pas tout dit, pas encore, mais sa foi en moi suffisait pour continuer. J'ai fermé mon téléphone, me concentrant sur l'écran devant moi. Je me suis inscrite au cours en ligne, remplissant des formulaires, téléchargeant une brève biographie. J'ai écrit sur mon désir de redécouvrir ma passion, de construire un portfolio qui avait du sens. C'était honnête, brut, comme si je parlais enfin pour moi-même.
L'email de confirmation est arrivé quelques minutes plus tard, confirmant ma place. Je l'ai regardé, laissant la réalité s'installer. J'allais à Portland. Je me choisissais. J'ai pensé à maman et papa, à Léa, à leur voyage à Paris. Je ne me suis pas attardée sur leur rire, leur trahison. C'était leur histoire, plus la mienne. J'ai ouvert un cahier, griffonnant une liste, résilier les services publics, emballer l'essentiel, vendre des meubles. Ma vie à Lyon pouvait tenir dans une valise. J'ai réalisé que j'avais vécu si modestement, attaché à leurs besoins. Plus maintenant. J'ai vérifié mes économies, 2000 $ restant après la fête et le billet. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. J'aurais besoin de trouver un emploi à temps partiel à Portland, peut-être dans un café ou une librairie, pour couvrir le loyer pendant mes études. J'ai cherché en ligne, trouvant quelques ouvertures près de l'école d'art. Je les ai mises en favori déjà, imaginant une nouvelle routine, une où je ne faisais pas que survivre. À minuit, mon plan prenait forme. Je partirais dans 3 semaines, assez de temps pour régler les derniers détails. J'ai pensé à le dire à maman et papa, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ils ne méritaient pas de le savoir. Pas encore. Je laisserai une note pour Léa, peut-être avec l'album que j'avais fait, mais rien de plus. Ils le découvriraient quand je serais partie, quand il serait trop tard pour me retenir. J'ai regardé mon appareil photo à nouveau, passant mes doigts sur son objectif. Il semblait plus lourd maintenant, non pas à cause de son poids, mais de sa raison d'être. Portland m'attendait, et moi aussi. Pour la première fois, j'ai vu un avenir qui n'était pas défini par leurs attentes, leurs mensonges. Je ne courais pas loin d'eux. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qui était uniquement à moi. Le lendemain matin, je me suis assise avec un café et une décision. Mon ordinateur portable brillait dans la faible lumière de mon appartement, le plan de la nuit dernière. Maintenant, une liste de tâches que j'étais prête à aborder. J'ai ouvert mon email et j'ai rédigé un message à mon propriétaire, lui indiquant que je résilierais mon bail à la fin du mois. Les mots venaient facilement. Aucune hésitation, aucun remords. J'ai appuyé sur envoyer, sentant un nœud dans ma poitrine se desserrer. Ensuite, j'ai écrit à mon patron au cabinet comptable, restant professionnel. Préavis de 2 semaines, effectif immédiatement. Je n'ai pas mentionné Portland ni mes raisons. C'était pour moi, pas pour eux. L'email s'est envolé et j'ai exhalé, déjà plus légère. J'ai ouvert un site de voyage, cherchant des vols pour Portland, Oregon. Un billet aller simple pour 3 semaines plus tard coûtait 300 $, une petite entaille dans mes économies. J'ai réservé, la confirmation apparaissant avec une date et une heure qui ressemblaient à une promesse. Mes doigts se sont attardés sur le clavier, un frisson silencieux me parcourant. Je le faisais, vraiment. Puis je me suis tournée vers l'album. Je l'avais commencé pour le 16e anniversaire de Léa, mais c'était différent maintenant. J'ai ouvert une boîte de vieilles photos, en sortant des clichés que j'avais pris au fil des ans, certains de Léa et moi enfants, d'autres de moi seul expérimentant avec mon appareil photo. Il y en avait une de nous à une fête foraine, son visage collant de barbe à papa, mon sourire large derrière l'objectif. Je les ai disposées soigneusement, collant chacune dans l'album, ajoutant des légendes d'une écriture soignée. Été 2015, nous nous sommes battus pour le dernier tour de manège. Ce n'était plus juste un cadeau. C'était un au revoir, une façon de clore ce chapitre. J'ai pris une feuille de papier pour la lettre. Ma plume a hésité, puis a bougé. Léa, cet album est pour toi. C'est la dernière chose que je ferai pour toi. J'ai payé tes études, tes vêtements, les factures de notre famille, mais ça s'arrête maintenant. Je pars à Portland pour vivre ma propre vie. J'espère que tu trouveras la tienne. Je n'ai pas mentionné maman ou papa, je n'ai pas accusé ni expliqué. Les mots étaient calmes, définitifs. J'ai plié la lettre, les glissé dans l'album et les posé sur le comptoir de ma cuisine. Cela semblait juste, comme me délester d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Mon téléphone a vibré, un rappel pour appeler ma tante Élise. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, mais elle avait toujours été le membre de la famille qui écoutait. J'ai composé son numéro et elle a décroché à la 2e sonnerie.
Chloé, contente d'avoir de tes nouvelles, a-t-elle dit, sa voix chaleureuse. Je lui ai parlé du cours de photographie, de mon projet de déménager à Portland et je lui ai demandé si je pouvais rester chez elle quelques semaines le temps de m'installer. Bien sûr, a-t-elle dit sans hésiter. J'ai une chambre d'amis et j'ai hâte de voir tes photos. Son soutien était une bouée de sauvetage, solide et réelle. Nous avons parlé de logistique, de son adresse, des meilleurs cafés près de chez elle, avant que je ne raccroche, ma résolution plus forte. J'ai regardé autour de mon appartement, triant mentalement ce qu'il fallait garder, mon appareil photo, des vêtements, quelques livres. C'était suffisant. J'ai listé mes meubles en ligne, un canapé pour $100, une table pour $50. Le reste, je le donnerai. Ma vie ici avait été petite, définie par la routine et les obligations. Maintenant, chaque pas semblait être une reconquête. J'ai vérifié mes économies, $1 700 après le billet et les frais de cours. J'aurais besoin d'un travail à Portland, mais l'idée ne m'effrayait pas. Un travail de barista ou dans une librairie ferait l'affaire pendant que j'étudiais. J'ai emballé une valise, pliant chemise et jean avec soin. Mon appareil photo est allé dans son étui, prêt pour une nouvelle ville. J'imaginais me promener dans les rues de Portland, photographiant des ponts et des fresques, construisant un portfolio qui était le mien. La légèreté dans ma poitrine grandissait, non pas de colère ou de blessure, mais de savoir que je me choisissais. Je ne pensais pas à leur voyage à Paris, à leurs mensonges, c'était derrière moi. Je progressais, pas à pas délibéré. À midi, j'avais terminé les tâches principales. Le bail était résilié. Le travail était terminé. Le billet était réservé. L'album était prêt. Je me suis assise, sirotant mon café maintenant froid. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère, comme si je pouvais respirer sans que les attentes de quelqu'un d'autre ne pèsent sur moi. Je ne fuyais pas. Je marchais vers une vie qui semblait vraie. La voix de ma tante Élise résonnait dans mon esprit, son excitation correspondant à la mienne. Portland n'était pas juste un endroit. C'était un début. J'étais prête. Vers midi, mon téléphone vibrait comme s'il était possédé. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, 36 appels manqués, tous de maman, papa et Léa. Leurs noms clignaient sans relâche, chacun une demande à laquelle je n'étais pas prête de répondre. J'avais laissé l'album et la lettre sur le comptoir de la cuisine avant de sortir faire des courses, pensant qu'ils les trouveraient à leur retour de Paris. Clairement, ils l'avaient fait. J'ai ignoré les appels, les laissant s'accumuler, et me suis concentrée sur l'achat de rubans d'emballage au magasin. Ma vie avançait et leur urgence n'était plus mon problème. 2 jours plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. « Chloé, ouvre !» La voix de ma mère était vive, teintée de panique. J'ai pris une profonde inspiration, me suis regardée, et j'ai ouvert la porte. Maman, papa et Léa se tenaient là, les visages rouges, l'album serré dans les mains de Léa. « Comment as-tu pu faire ça ?» a lâché ma mère, entrant sans invitation. « Tu nous abandonnes. » Les yeux de mon père se sont plissés, sa voix basse. « C'est égoïste, Chloé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Léa a croisé les bras, lançant un regard furieux. « Tu es juste jalouse que j'ai pu aller à Paris. » Je suis restée calme, appuyée contre le comptoir. « Je n'abandonne personne, » ai-je dit calmement. « J'arrête de payer vos vies pendant que la mienne attend. » La mâchoire de ma mère s'est ouverte, mais avant qu'elle ne puisse parler, mon père a coupé. « Tu crois pouvoir partir comme ça ? Nous savons que tu as pris de l'argent de nos économies. » Mon estomac s'est retourné, non pas de peur, mais d'incrédulité face à leur audace. Ils avaient monté une histoire pour me tenir en ligne, et maintenant ils redoublaient d'efforts. « Tu nous as volés », a ajouté ma mère, la voix tremblante d'accusation. Nous avons appelé la police. Ils arrivent. Léa a souri narquoisement, comme si elle avait gagné quelque chose. Je n'ai pas bronché. J'étais prête pour cela, même si je ne m'y attendais pas si tôt. Je n'ai rien pris, ai-je dit, le ton ferme. Attendons la police, alors. 1 heure plus tard, 2 policières ont frappé à ma porte. Maman et papa se tenaient derrière elle, bras croisés, convaincus de m'avoir attrapée.
Léa planait près du canapé, feuilletant l'album comme s'il s'agissait d'une preuve. L'officier principal, une femme avec un bloc-notes, m'a demandé mon point de vue. Je suis allée à mon bureau, et sorti un dossier et le leur étendu. Ce sont mes relevés bancaires, ai-je dit. Chaque centime que j'ai dépensé pour la fête, pour l'école de Léa, pour nos factures, vient de mon compte, pas du vôtre. J'ai pointé les transactions mises en surbrillance. 500$ pour le restaurant, 200$ pour les décorations, d'innombrables petits retraits pour les dépenses familiales. Les policières ont parcouru les papiers, puis ont regardé maman et papa. Cela correspond à son compte, a-t-elle dit. Aucune preuve de vol ici. Le visage de mon père est tombé, son vantardise disparut. Ma mère a balbutié. Mais nous pensions. L'officier l'a interrompu. Vous avez fait une accusation grave sans preuve. Je vous suggère de régler cela en privé. Elle m'a fait un signe de tête, presque apologétique, et est partie avec son partenaire. L'accusation était morte, tout comme leur emprise sur moi. Ma mère a réessayé, plus douce maintenant. Chloé, nous ne voulions pas te contrarier. Parlons. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à dire. Je pars à Portland dans 3 semaines. J'ai fini d'être votre banque, votre planificatrice, votre roue de secours. Léa a ricané, jetant l'album sur la table. Tu es tellement dramatique, a-t-elle dit. Tu reviendras en rampant quand tu échoueras. J'ai croisé son regard, sans broncher. Je ne le ferai pas. C'est ma vie maintenant. Mon père s'est avancé, la voix dure. Tu nous dois, Chloé. Nous t'avons élevé. Je n'ai pas élevé, ma voix ne s'est pas laissée entraîner par leurs mots. J'ai payé cette dette, ai-je dit. Des années de ça. Maintenant, je suis libre. La pièce est devenue silencieuse. Leur argument était épuisé. Je pouvais le voir dans leurs yeux. La colère, oui, mais aussi une lueur de réalisation. Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient supposé que je fléchirais toujours. Plus maintenant. J'ai ouvert la porte, leur faisant signe de partir. Vous avez l'album, ai-je dit à Léa. Gardez-le. C'est la dernière chose que vous aurez de moi. Ma mère a hésité, tendant la main, mais j'ai reculé. Partez, ai-je dit, la voix ferme mais calme. Ils sont sortis. Ma mère murmurant sur la loyauté familiale. Mon père silencieux. Léa serrant l'album comme s'il la brûlait. J'ai fermé la porte, le verrou cliquait avec finalité. Je me suis assise, le cœur calme. Leurs accusations, leur colère, cela ne m'atteignait pas. J'avais construit quelque chose de plus fort, une résolution qu'ils ne pouvaient pas ébranler. Portland m'attendait, et j'étais prête à la rencontrer, selon mes propres termes. Ils avaient essayé de m'enchaîner avec la culpabilité, mais j'avais coupé les liens. Je n'étais plus leur fille qui réparait tout. J'étais juste Chloé, et cela suffisait. 3 jours plus tard, je suis entrée dans la maison de mes parents avec une lettre. Ce n'était pas pour eux, pas directement. J'avais passé la matinée à rédiger un email à notre famille élargie, oncle, tante, cousin, exposant la vérité sur la fête, sur la façon dont maman, papa et Léa m'avaient laissé l'organiser pendant qu'ils s'envolaient pour Paris sans un mot. La lettre dans ma main était une copie imprimée laissée sur leur table de salle à manger comme une déclaration finale. Je ne me suis pas attardée. Je suis sortie, suis montée dans ma voiture et suis retournée à mon appartement, prête à finir de faire mes valises pour Portland. Avant de partir, j'avais envoyé un SMS groupé aux amis de Léa, une bande soudée dont elle s'était toujours vantée. Le message était simple. Le 16e anniversaire de Léa était un mensonge. Je l'ai planifié, dépensé mes économies, et ils m'ont laissé attendre pendant qu'ils faisaient la fête à Paris. J'ai joint une photo des tables vides du restaurant, du groupe rangeant ses instruments, des décorations intactes. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La vérité parlait d'elle-même. Au moment où j'ai atteint mon appartement, mon téléphone s'est allumé avec des notifications, mais je les ai mises en sourdine. Je n'étais pas là pour regarder les conséquences. J'avais fini avec leur drame. Le monde de Léa s'est effondré en premier. Ses amis, autrefois loyaux, ont commencé à chuchoter.
Le lendemain, son nom était synonyme de mépris à l'école. Les camarades de classe qui l'avaient envié pour son voyage à Paris la voyaient maintenant comme la fille qui avait planté sa sœur pour un selfie à la Tour Eiffel. Quelques-unes de ses amies les plus proches ont arrêté de lui envoyer des SMS, et ses réseaux sociaux sont devenus silencieux. Plus de publications sur des sacs de créateurs ou des cafés branchés. Elle avait construit sa réputation sur l'apparence, mais la vérité l'avait dépouillée. Je n'ai pas entendu cela d'elle. Bien sûr, des cousins et des voisins ont commencé à m'envoyer des SMS, choqués, remplissant les blancs. Je n'ai pas répondu. Maman et papa ont fait face à leur propre règlement de compte. La famille élargie, soudée et vocale, n'a pas bien pris leur coup. Ma tante Élise, qui m'avait déjà offert sa chambre d'amis à Portland, a appelé maman pour demander pourquoi ils avaient menti. Des cousins se sont désabonnés d'eux en ligne, et les groupes de discussion familiaux ont bourdonné d'approbation. Les voisins qui échangeaient autrefois des banalités lors des fêtes de quartier leur donnaient maintenant des airs froids. Le club de lecture de ma mère a annulé son invitation à la prochaine réunion, et les amis golfeurs de mon père ont arrêté d'appeler. Leur image parfaite, pilier de la communauté, parents attentionnés, s'est effondrée. Ils avaient toujours accordé de l'importance aux apparences, et maintenant ils n'en avaient plus. Leur réaction est venue rapidement. Mon téléphone s'est allumé avec des appels. Le numéro de maman d'abord, puis celui de papa, puis celui de Léa. Encore et encore. Les messages vocaux se sont accumulés. Chacun plus en colère que le précédent. « Chloé, comment as-tu pu nous humilier ?» La voix de ma mère s'est brisée, moitié suppliante, moitié furieuse. Celle de mon père était plus froide. « Tu as ruiné le nom de notre famille. Le sien était du pur venin. Tu es une menteuse et tout le monde le verra. » J'ai écouté les premiers, puis j'ai arrêté. Leurs mots ne m'atteignaient plus. J'ai supprimé le reste sans les écouter. Mon doigt stable sur l'écran. Ils ont essayé les SMS ensuite, de longs paragraphes me blâmant, m'appelant ingrate, exigeant que je répare le gâchis. Maman a écrit sur la loyauté, papa sur le respect. Léa sur la façon dont j'avais volé sa vedette. J'ai lu la première ligne de chacun, puis je les ai archivés. Je ne leur devais pas de réponse. Je ne leur devais rien. J'avais passé des années à nettoyer leur gâchis, à payer leurs factures, à planifier leur vie. C'était leur gâchis, et ils y feraient face seuls. Tara m'a envoyé un SMS cet après-midi-là. Un court message. J'ai entendu ce que tu as fait. Fière de toi, ma belle. Ce n'était pas comme son coup de pouce d'avant, juste un signe de tête de quelqu'un qui comprenait. J'ai souri, j'ai tapé un rapide merci, et j'ai posé mon téléphone. Tara n'avait pas besoin d'en dire plus. Son rôle dans mon histoire était terminé. Et j'étais reconnaissante pour ce moment de clarté qu'elle m'avait donné il y a des semaines. J'ai continué à faire mes valises, pliant des vêtements, emballant des livres. Ma valise était près de la porte, mon appareil photo rangé en toute sécurité à l'intérieur. Portland était dans 2 semaines, et je pouvais déjà l'imaginer. Des rues pluvieuses, des cafés, l'école d'art où j'apprendrais à capturer le monde à travers mon objectif. Le chaos ici, les appels, les SMS. C'était du bruit de fond maintenant. Je n'étais pas en colère, pas blessée. J'étais libre. Et cette liberté ressemblait à de l'air après des années sous l'eau. Ma mère a essayé une dernière fois, se présentant à mon appartement ce soir-là. Elle a frappé doucement, sa voix étouffée par la porte. « Chloé, s'il te plaît, parlons. » Je n'ai pas ouvert. Je me tenais de l'autre côté, silencieuse, ma main sur la serrure. Elle a attendu quelques minutes, puis est partie. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucun déchirement. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, non pas avec des mots, mais avec des actions. L'email, le SMS, la lettre. C'était ma ligne dans le sable. Je me suis assise sur mon canapé, l'appartement presque vide maintenant. Juste quelques boîtes restantes. Le silence n'était pas lourd. Il était paisible. J'avais démoli les mensonges qu'ils avaient construits, non pas par vengeance, mais pour la vérité. Ils feraient face à leurs conséquences et j'affronterais mon avenir. Portland n'était pas juste une ville.
C'était la mienne. Un endroit où j'écrirais ma propre histoire, image par image, prise par prise. Je n'avais pas besoin de leur approbation, de leurs excuses ou de leur colère. J'avais moi-même, et c'était plus que suffisant. À l'aéroport, mon appareil photo semblait plus lourd que jamais. Non pas à cause de son poids, mais de ce qu'il portait. Mon avenir, mon choix, mon nouveau départ. J'ai embarqué dans l'avion pour Portland, ma valise rangée au-dessus de mon cœur, stable. Le vrombissement des moteurs a noyé le bruit des dernières semaines, et alors que le sol s'éloignait, le poids de Columbia, Missouri, s'est également envolé. Je n'ai pas vérifié mon téléphone, je n'ai pas cherché de messages de maman, papa ou Léa. Ils étaient derrière moi, et j'avais fini de regarder en arrière. Ma tante Élise m'attendait au carrousel à bagages de Portland, son sourire chaleureux sous les lumières fluorescentes. Bienvenue à la maison, Chloé, a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. Sa maison, un bungalow cosy près de l'école d'art, est devenue ma base temporaire. Ce premier soir, nous nous sommes assises sur son porche, sirotant du thé, parlant des particularités de la ville, de son charme pluvieux, de ses galeries cachées. Elle ne m'a pas interrogée sur ma famille, ne m'a pas poussée. Elle m'a juste donné une clé de rechange et a dit, c'est votre espace maintenant. Le cours de photographie a commencé la semaine suivante. Je suis entrée dans la salle de classe, mon Canon en bandoulière, et j'ai ressenti une étincelle que je n'avais pas connue depuis des années. L'instructeur, un homme maigre avec un don pour la lumière, nous a montré comment cadrer un paysage urbain. J'ai écouté, pris des notes, et je me suis sentie vivante. Mes camarades de classe étaient un mélange, certains jeunes, d'autres plus âgés, tous désireux de créer. Nous nous sommes liés d'amitié autour de pauses café et de critiques tardives, nos photos épinglées au mur de l'atelier comme des promesses. J'ai passé mes journées à explorer Portland, appareil photo en main. J'ai photographié le pont de Burnside au crépuscule, son acier brillant contre le ciel. J'ai capturé un musicien de rue, sa guitare ouverte pour des pièces, son sourire éclatant. Chaque clic de l'obturateur ressemblait à une victoire, un pas vers la vie que j'avais choisie. La ville se déployait autour de moi. Des fresques sur des murs de briques, des food trucks fumant sous la pluie, des marchés vibrants de couleurs. Je ne me contentais pas de prendre des photos. Je construisais quelque chose de nouveau, image par image. Mon téléphone est resté silencieux. Je n'avais pas eu de nouvelles de maman, papa ou Léa depuis mon départ, et je n'ai pas cherché à les contacter. Leur colère, leurs accusations, elles appartenaient à une vie que j'avais laissée derrière moi. J'ai vérifié mon email une fois, n'ai rien vu de leur part, et je l'ai fermé. Mon attention était ici, à Portland, où j'étais libre d'être Chloé, pas la sœur qui payait les factures, pas la fille qui réparait les gâchis. Juste moi. Rétrospectivement, j'ai appris quelque chose de vital. Se choisir n'est pas égoïste. Il s'agit de vivre fidèlement à ses valeurs, pas à celles de quelqu'un d'autre. J'avais passé des années à faire passer ma famille en premier, pensant que c'était de l'amour. Mais l'amour ne signifie pas s'effacer. Il signifie établir des limites, dire non et construire une vie qui est la vôtre. Portland me l'a appris, et chaque photo que j'ai prise en était la preuve. À tous ceux qui écoutent mon histoire, merci d'être restés avec moi. J'espère que cela résonne, peut-être même que cela suscitera quelque chose en vous. Avez-vous déjà dû poser une limite avec votre famille pour vous choisir plutôt que leurs attentes? Partagez vos réflexions. J'adorerais les entendre. Vos histoires comptent, tout comme la mienne. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls à trouver notre Headshot booster to get there. I can't let Billy die.
I hate that. Like, the ice beam is so cheese. Destroyed our Yellow Walker. I mean, if you hold ult, we can combo him on next team fight. Oh, that'll be great. That'll be great. The Rejuvenator is descending. They have the Rejuvenator. I see the enemy. Oh, that did not go the way I planned. I also didn't thought you were in my lane, not in blue lane. My bad. It's not your fault you're not better than me. It just is what it is. They just nuked us. I got this. I got you. I don't back down from a fight. Wow, good fucking horn. How is he alive? Let's get this party started. Everyone else died and left me holding the bag. We've only one shrine left. Viper is missing. We need to stop them from progressing further. Wow, just nuked. How is he surviving?